donc le 13 mai, et une parole, on ne sait pas, on enregistre une parole, on ne sait pas ce qu'il va en advenir. Quelquefois, cette parole est inaudible parce que, comme ça, le micro, c'est, voilà, c'est déréglé tout seul. On l'avait mis au maximum et voilà qu'il est revenu à un niveau, voilà, c'est le miracle malvenu et une mauvaise surprise de la technologie, voilà. Donc, on peut parler, on ne sait pas comment ça va être enregistré. Souvent, il y a des webcams qui ne sont pas très fidèles au niveau sonore, et donc là où on a fait de l'effet vocal, on se retrouve on retrouve pas trace de cet effet. C'est comme si la chose avait été lissée, et voilà. Donc j'en reviens sur la proposition du voyage immobile, et de suite je retire le mot proposition car il ne m'appartient pas, j'ai pas envie de l'afficher comme il m'est arrivé de le faire. Donc ça vient de moi, c'est mon idée et c'est moi qui en suis le géniteur. À défaut de générer autre chose, je génère de la parole. Et de la parole, bien entendu, stérile, inutile, sans effet sur le réel. Donc on peut se demander si on peut se poser quelques questions comme ça, légitimes tout de même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une parole que j'aurais dite? Est-ce que cette parole n'aurait pas suffi finalement à me racheter une sorte d'innocence, à m'installer dans un statut un peu, voilà, voilà, m'accorder, comment dire, le pardon de certains. Voilà, je suis à la recherche d'une rédemption dont je puis profiter avant qu'il ne soit trop tard. Si la rédemption arrivée, je sais pas, à 70 ans, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Il me reste quelques années, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans maximum, de plein vie. Après, ça va être autre chose. Donc, simplement, cette histoire de parler, voilà, le temps passe comme il a l'habitude de le faire, et il me retrouve toujours à la même place. Les gens se sont déconfinés, sauf moi, évidemment. Je suis le seul confiné au monde, en tout cas, je dirais, dans mon quartier, bon, ou à défaut, dans ma rue, voilà. Donc, soyons pas trop gourmands, soyons un peu plus mesurés. Bon, en tout cas, s'il me plaît de prétendre à une chose ou à une autre, ce n'est pas très important, ça ne change rien à la réalité, que je sois dans le vrai ou que je sois dans le faux, que ce soit dans le juste ou dans
l'à peu près, dans l'approximatif, ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à ma réalité. Et c'est ma réalité qui quelque part m'intéresse le plus. C'est moi, le monde. Voilà, c'est mon rapport au monde. D'abord, il est là pour me, me profiter à moi. Après, je cherche pas à installer une vérité qui pourrait profiter à d'autres. Ça ne m'intéresse pas ce que je pourrais apporter à d'autres. Ce n'est pas ça le but. Même si, évidemment, on peut chercher. Ça m'a surpris, par exemple, je sais pas, que Deleuze s'intéresse à Spinoza. Pourquoi pas? Je sais pas s'il était légitime. Après, d'autres se sont intéressés à Spinoza, mais apparemment, ça leur a pas vraiment profité. La philosophie, c'est apprendre la modération, apprendre à sous-peser ces mots avant de les mettre, comment dire, de les mettre à la disposition des autres. J'ai une responsabilité, voilà, donc je dois parler en essayant de faire dans le parler juste, même si ça reste une sorte de gageure, mais parlons juste, en tenant compte et même de nos limites. Cognitivement parlant, il est possible que je ne puisse pas comprendre un phénomène comme dans toute sa réalité. Je ne puisse pas accéder à ces mécanismes internes, à sa dynamique interne, que je puisse le comprendre. Il est possible que je ne puisse le comprendre que superficiellement, ou que voire même, que je le comprenne à l'envers, ou que ce que je peux en dire soit tout à fait en contradiction, tout à fait hors sujet, tout à fait impropre. Voilà, une chose inappropriée. Voilà. Donc, ce n'est pas, donc, ma capacité à parler ou à penser ou à vocaliser ou à verbaliser juste est une capacité qui est toujours qui n'est pas stable. Voilà, il y a des moments où je fais plus preuve d'une certaine complétivité, que je prends en compte un peu la complétude de ce que je dois approcher, un peu la totalité, voilà, et donc je hiérarchise entre les différents éléments, que je traite chaque élément en fonction de l'importance qu'il a, en fonction de la prééminence qu'il pourrait avoir, en fonction de son effectivité, en fonction, voilà. On peut aussi, il faut tenir compte à chaque fois du contexte, alors contexte social, contexte ceci, cela, même, je sais pas, même un contexte presque
non verbale. Il y a aussi une réalité qui n'est pas, qui n'est, qu'on ne peut pas approcher par les mots, une réalité hors mots, hors concept, hors intellectualité, hors oralisation. Alors je sais pas ce que je pourrais dire, voilà, donc je me suis totalement... alors, je suis immobile, donc je fais ce voyage immobile, mais en même temps, le monde continue de tourner. Non que je sois le centre, ah non, je suis pas le centre autour duquel le monde tournerait, non, c'est plutôt que si je suis un centre, c'est uniquement par hasard, ou c'est uniquement comme une sorte d'hypothèse, une sorte d'hypothèse de travail, une sorte, voilà, donc un peu comme ce travail qui a été fait sur les cartes du monde. Donc si on change le point de vue, si on fait une carte à partir d'un pays en particulier, la carte sera pas la même. Si on changeait de pays. Donc, un pays, il est dans une sphère, il est dans une région, il est relié à ses voisins par comment dire, par un certain nombre d'éléments. Donc, il a un centre, il a une périphérie. Lui, il se trouve au centre. Mais si on change de pays, alors la centralité se déplace aussi. Donc, la centralité, elle est dans le regard, comme on pourrait dire. La centralité est dans le regard de celui qui regarde, celui qui analyse, celui qui... donc, je suis immobile et le monde, il me présente une face. C'est une sorte de carrousel un peu qui tournerait à l'infini. Je vois des visages, alors des visages souriants, hein, et juste après des visages tristes. Je vois des cadavres, je vois des gens en décomposition, je vois des gens agonisants, je vois toutes sortes de choses, je vois des gens s'aimant, je vois des gens un peu se séduisant, et je ne peux rien faire, je ne suis qu'un observateur, je suis qu'un regardeur. C'est ça ma situation et ma condition même. Donc on continue comme ça. Alors le monde vient pour m'apprendre une chose, voilà. J'ai pour toi une nouvelle. En fait, c'est une mauvaise nouvelle, mais voilà. Il faut dire que dans ce voyage immobile, il m'arrive de recevoir d'avoir contact avec le monde mobile. C'est ça qui est marrant. Donc le contact n'est pas interrompu. Donc je reçois des informations. Et ces informations, ils m'impactent de façon, je sais pas. Quand on n'est plus dans le mouvement, quand on n'est plus dans le faire, j'allais dire dans le care, on peut même pas, quand on n'est pas dans le faire, on peut même pas être dans le care, on peut pas même plus être dans le soin et dans la présence auprès des autres. On peut constater l'affaiblissement d'une personne, mais on peut rien, on peut pas l'aider. On peut constater que quelqu'un est dans une position, d'une position un peu
un peu branlante en fait, donc qui n'est pas, qui est un peu, c'est un équilibre un peu incertain. Donc il faudrait, je sais pas, quelquefois c'est une parole, c'est même si on pourrait dire tiens, je viens te soutenir en parole, je viens te présenter, te confirmer dans le souci que j'ai de ta de ton état. J'espère que tu vas pouvoir résister et finir par retrouver la stabilité, la fixité, un peu le quotidien certain, le quotidien rassurant, que voilà, que tu entres en en rassurance ou réassurance, voilà. Quelque part, c'est de l'ordre du vœu pieux, c'est pas très coûteux, c'est pas très, on s'engage pas beaucoup, mais soit on a sacrifié soi, soit on est plus rien. Donc, c'est juste que on se met un peu au mouvement, on essaie de se mettre un peu au mouvement, le temps de montrer qu'on n'est pas totalement livré à l'immobilité, que dans ce voyage immobile, eh ben, on se permet des sorties, on se permet certaines dérogations à la règle. Alors le voyage immobile, j'y avais pensé, bah c'est ça. C'est ça le voyage immobile. Et quelque part, vous êtes toujours dans votre voyage, et puis c'est comme si quelqu'un venait vous plonger la tête et d'une certaine façon vous faire avaler d'un seul coup, en une seule gorgée, tout un concentré d'images, un concentré de vie, et de bonne vie, de mal vie, enfin c'est mélangé, plein de choses. Et vous savez pas où mettre toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous avez appris comme ça en peu de temps. Ce sont là évidemment des nouvelles pas du tout agréables, c'est là des visions cauchemardesques, mais d'une certaine façon, elles font partie de ce qui est de l'ordre du possible. Ça, c'est possible. Cette chose-là est tout à fait presque normale, naturelle. Et tout ce qui est naturel est par définition porteur d'une c'est-à-dire porteur d'une sorte de, non pas d'anomalie, mais malfonctionnement, voilà, un dysfonctionnement. À un moment donné, ça lâche. À un moment donné, quelque chose se rend. Donc, faut tenir compte que il y a des pannes, voilà, panne de vie, voilà, panne de corps, c'est presque l'annonce de la fin, c'est presque une chose. Alors vous devez vous préparer quand même, peut-être. C'est logique, c'est prévisible, c'est conclusible, mais il y a des éléments qui laissent entrevoir cela.
Mais d'un autre côté, c'est, on voudrait, un peu ne pas trop, ne pas trop regarder cela en face et faire un peu dans le détournement, détourner le regard intérieur. C'est ça la question. Comment peut-on échapper à ce que l'on a en soi? Alors on peut trouver toujours moyen, on peut toujours se passionner. Alors c'est ça, quelqu'un qui explique. Alors on descend un peu, comment dire, c'est comme si à un moment donné on passait d'une classe à une autre, beaucoup plus, beaucoup moins confortable. Là, le voyage immobile se passe dans des conditions pas du tout des conditions dignes. Donc c'est un voyage insupportable, mais on n'a pas le choix. Donc à un moment, quelqu'un, vous découvrez une chose et vous êtes obligé de revenir. Vous avez pensé les choses toute votre vie selon un certain, comment dire, un certain ordre. Voilà, vous avez cru qu'il y avait, je sais pas, quelquefois une diversité. Cette diversité cache une réalité. Voilà, vous êtes face à une sorte d'aménuisement de votre monde. Vous avez pensé qu'un mot, il était en lui-même seul, qu'il était presque souverain. Et vous découvrez que le potentiel, en fait, ça vient, que la puissance vient du potentiel, ou l'inverse, je sais plus, mais potentia, c'est, la puissance viendrait du potentia. Et vous découvrez que la patience, ça vient du pathos. Alors vous avez fait tout un monde sur le pathos et la passion. Et oui, la passion la passion, comme on dit, la passion du jeu. Donc c'est déjà là aussi une pathologie. Mais on fait pas le lien. On n'aurait jamais fait le lien si quelqu'un n'était pas venu nous le faire remarquer, nous le présenter comme ça. Voici le pathos. Alors faire quoi? Évidemment, les passions tristes, on sait, mais c'est pathologique. La mélancolie, on sait que c'est d'abord une affection pathologique, c'est quelque chose qui est de l'ordre un peu de un ordre de la dépression. Et voilà. Mais la nostalgie, on a fait quelque chose. La mélancolie, on en a fait quelque chose de presque comme on pourrait dire la dépression saisonnière, j'ai la mélancolie saisonnière, j'ai la mélancolie vagabonde, j'ai la mélancolie un peu voilà, de temps en temps, ça me permet voilà de me changer les idées, voilà, ça enrichit ma palette des sentiments ou ma palette voilà, donc pourtant c'est quelque chose de terrible que d'être mélancolique ou d'être mélancolique à l'époque peut-être de la Renaissance ou à l'époque, je sais pas, du XVIe ou XVIIe siècle, je sais pas à quel moment, mais en tout cas, donc, on fait un voyage et on se rend compte que le paysage qu'on a en face, c'est un paysage qui cache un autre paysage. C'est vrai que les paysages ne sont que, comment on pourrait dire, comme ces choses que l'on, sur la scène d'un théâtre, un décor remplace un autre. Et voici ces paysages, ils n'ont pas été toujours comme ça. Le paysage actuel cache un paysage antérieur. C'était un autre temps, un autre
un autre spectacle, une autre disposition dans l'espace. Et c'était beau aussi. Et c'était la vie, et c'était la vie, avec ses bons et mauvais jours, les heures et les malheurs des gens qui ne sont plus là. Et nous, on a enlevé le décor qui était le leur, et on a installé à la place un autre décor. Et voilà, on croit à un moment donné, on est persuadé que ce décor-là, il a toujours été là, et non, ce n'est qu'un décor. Ce spectacle, ce paysage, non, ce n'est qu'un décor, c'est quelque chose qui va finalement être retiré. Allez, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous, la pièce est terminée, on va ranger le décor, on attendra, peut-être qu'on le ressortira, peut-être qu'on le recyclera, peut-être. Alors, voilà, donc j'avais pensé à une chose avant de penser à ce que c'était tenir la barre. J'avais écrit des choses hier, mais je vais pas j'ai pas la force de les lire, donc je vais me tenir à ce que, finalement, à ce qui m'est venu aujourd'hui. Tenir un peu la chambre, puisqu'on parlait, j'ai un peu les gens qui, je sais pas, qui avaient un rapport spécial avec leur chambre, des gens qui ont passé partie de leur vie un peu coupés des autres, dans une sorte de claustration volontaire, involontaire, en tout cas on ne sait pas. Donc tenir la chambre, c'est, voilà, j'avais pensé comme ça, c'est comme tenir la chambre, y rester, ne pas la quitter, sauf pendant quelques secondes, quelques minutes, mais jamais plus. Cette chambre, il faut que j'y reste. J'y ai un rôle à jouer. Alors que, comme cette image de quelqu'un qui tiendrait la barre d'un navire, et ce navire, il ne bouge pas. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il tienne la barre. Ce navire est en cale sèche, pourrait même être son état. Ou alors il est quelque part. Et pourtant, je continue de tenir la barre, de peur que quelqu'un d'autre vienne la tenir à ma place, et voilà, d'une certaine façon, qui m'interdirait d'y toucher. Donc je tiens quelque chose, je joue un rôle, complètement sans utilité, même pas pour moi-même, sans utilité sociale, ni utilité économique, ni utilité politique, ni même utilité culturelle ou symbolique. Il n'y a rien. C'est ça le problème. Alors j'avais pensé, ce que j'avais un peu écrit, je pense, c'était donc évidemment le vaisseau, le Hollandais volant, des choses comme ça me fait beaucoup penser à ces équipages composés de fantômes et d'êtres humains, de squelettes quelque part. Et comme une condamnation, voilà, être condamné à rester à sa place, ne la quitter que, évidemment, si jamais, on peut plus faire autrement. À un moment donné, l'être qu'on a été va subir une certaine désagrégation, voilà. Le temps va lui faire subir un sort, voilà, c'est normal. Et on résiste peut-être
on résiste, je sais pas, peut-être longtemps, mais au bout d'un moment, voilà, c'est l'appel, l'appel du sol, ou l'appel du vide, ou je sais pas quoi, et ce qui était debout, ce qui était aggloméré, fini par ce qui était agrégé, ce qui était fini par voilà, s'en aller en petits morceaux. Alors là, je serais dans l'impossibilité de tenir la barre, je serais dans l'impossibilité de garder la chambre. Voilà. On me poussera dehors. On évacuera mes restes. Voilà. Donc mes restes iront rejoindre le fond de l'océan ou iront rejoindre un trou quelconque ailleurs. Voilà ce qui m'attend. En attendant, c'est vrai, la parole je ne sais pas, il y a des gens, quelqu'un qui m'avait posé, qui avait réagi, un commentaire, et qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, ce n'est pas légitime. Ce n'est pas légitime de poser la question. Ce qui serait légitime, c'est de dire, j'aimerais que tu éclaircisses un peu mieux ce propos-là ou un autre. Ta démarche, elle est intéressante, elle demande à être affinée, un peu mieux travaillée, un peu mieux... Ça, c'est intéressant. Mais quelqu'un qui, finalement, délégitime tout le travail, ce qu'il y a, c'est que l'intérêt dans tout ça, c'est que certains peuvent réagir, même si j'ai supprimé la possibilité de laisser des commentaires, les gens peuvent réagir et n'empêcheront pas ce travail de se poursuivre. Et donc l'intérêt, c'est que pendant que ils se contentent de leurs commentaires, et évidemment pas à la hauteur, mais et moi je continue de mieux maîtriser ce monde des mots. Je le constate. C'est ce qui me semble. Il me semble que j'ai commencé à maîtriser, à savoir comment me déplacer, comment utiliser tel ou tel élément pour l'intégrer ou pour l'écarter ou pour, je sais pas. C'est vrai que la question de qu'est-ce que tu racontes, on peut la poser à beaucoup de gens, c'est évident. C'est évident que c'est une question qui a sa place. Mais et c'est vrai que quelquefois, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors, moi, dans mes propos, il y a des choses qui sont assez clivantes, si je puis dire. Donc ça oblige obligatoirement la personne à peut-être à se positionner pour ou contre très vite. Mais sinon, moi j'ai écouté quelqu'un, je dirais pas son nom, qui dit plein de choses, qui notamment s'est intéressé à Spinoza, s'est intéressé à des tas de gens, évidemment. Après, il dit des choses énormes. Autant on peut peut-être avoir une sorte de compétence, et encore, la compétence est toute relative. Et il y a des gens qui se sont installés ou autoproclamés comme autorité dans un domaine, je sais pas, quelqu'un qui s'est institué comme la référence pour ce qui est de Nietzsche, ou pour ce qui est de Habermas, ou pour ce qui est de, je sais pas, n'importe qui, voilà. Et vous êtes obligé, voilà,
lui accorder cette parce que vous votre première réaction c'est de penser que c'est vrai, mais c'est sûrement pas vrai, parce que on peut consacrer sa vie à une seule personne, à une seule pensée, ou à deux, c'est déjà beaucoup. Mais alors, commencer à s'intéresser à une personne, puis passer à une autre, à une autre, à une autre, et c'est impossible, physiquement impossible. Donc il faudrait avoir toute une équipe, enfin un atelier, comme pour les raphaélistes, etc. Avoir un atelier d'assistants, de petites mains. Voilà. Donc voilà, toi tu lis ça pour moi et tu me fais un résumé, tu me présentes les points forts et les points faibles, etc., etc. Après, voilà, des tas de travailleurs, voilà, embauchés, mais qui évidemment n'auront jamais les félicitations du public. Donc, voilà, je m'intéresse à ça, à ça, à ça, à ça. Je suis vraiment quelqu'un d'extraordinaire, puisque je suis capable d'avoir une opinion et d'avoir une sorte j'ai une compétence universelle pour tout ce qui est du domaine de la pensée et au-delà, puisque je déborde sur le politique, sur l'économie, sur le social, sur le religieux, sur tout. Ben, évidemment, ça en fait trop pour une seule personne, même secondée par des dizaines et dizaines d'autres. Ça en fait beaucoup. Au bout d'un moment, on parle, je sais pas, l'accumulation primitive du capital, on pourrait dire quelqu'un a fait de l'accumulation, je sais pas comment on dit, qu'il est arrivé au plus haut degré de l'accumulation, mais vous avez des sociétés extraordinairement puissantes, bah, c'est vrai qu'elles sont dans une sorte de compétition, mais elles peuvent pas, elles seules, dominer le marché. Il faut aucune ne peut à elle seule prétendre pouvoir satisfaire toutes les demandes du marché. Donc il faudrait qu'il reste quelques géants, bien entendu, après les autres. Donc un seul penseur ne peut pas prétendre à lui tout seul, voilà, et produire une critique. Donc quand quelqu'un dit une chose, un jugement qui est très tranché politiquement et qui est basé sur une sorte de logorée ou une sorte de mots-clés totalement insipide, mais politiquement très efficace, mais qui quelque part c'est des concepts ou des jugements totalement qui présentent la réalité d'une façon très biaisée. Voilà le problème. Et la réalité, elle contient aussi ce jugement, mais elle n'est pas que cet aspect. La réalité est multi-aspect, et donc simplement quelqu'un qui revient un peu le temps matériel n'est pas du tout un allié. Donc, mais imaginons que quelqu'un va s'appuyer sur les travaux des autres, va se dire tiens, j'ai pas le temps matériel, donc je laisse l'autorité à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe de la problématique sociale et surtout de tout ce qui concerne un peu les classes dangereuses. Voilà, les classes dangereuses, à partir de quand ce concept-là est apparu, à partir, voilà, l'insécurité dans les grandes villes et aussi ailleurs, mais voilà, donc l'insécurité, comme on pourrait, je sais pas, s'intéresser à l'hygiène, comme d'autres sont intéressés à la vie privée, veine entre autres, mais on peut s'intéresser à cette histoire, donc on va voir que l'hygiène c'est une énorme chose,
ça demande une vie là pour et une carrière quoi. Donc là, pour ce qui est de quand on transpose peut-être une certaine façon d'approcher, une certaine et ça relativise quand on fait le lien avec l'histoire longue ou en tout cas longue, moyennement longue. Ça permet de mieux ça donne une certaine perspective. On parle de perspective historique, là on laisse de côté la perspective architecturale, la perspective picturale, on parle de perspective historique, et la perspective a l'intérêt finalement de mieux représenter la réalité. La perspective, c'est une illusion dans la peinture qui permet de donner du relief aux choses. Donc voilà l'intérêt de la perspective. Ça permet de donner l'illusion que la chose est en 3 dimensions, et alors donc elle est plus réelle, elle n'est pas aplatie. Et voilà, la réalité on la comprend en la mettant, même si ce n'est qu'une sorte de j'ai oublié le terme. La réalité, à chaque fois on l'interprète, même si on se veut objectif et vraiment totalement la réalité on l'interprète avec nos catégories. Les catégories dépendent énormément de notre appartenance à une culture, etc., etc. Donc on va travailler sur le 18e, mais à partir de notre appartenance au 20e, peut-être en fonction de nos valeurs, en fonction si on a toujours des valeurs, on a toujours une certaine vision éthique, vision du bien et du mal, une vision morale, même si a priori on peut être contre la morale, mais chasser la morale, elle revient par la fenêtre. Donc c'est toujours donc c'est une vision, c'est la vision de notre époque, c'est avec nos catégories à nous, avec nos moyens, parce que déjà du passé on n'a qu'une transcription, on n'a pas le passé, on n'a pas accès au passé. Si on était capable de faire des voyages dans le temps, je sais pas, rien que l'élément olfactif, on aurait un autre rapport au temps. Parce que, là je reviens encore sur l'hygiène, mais donc, notre odorat est finalement adapté à ce que nous estimons supportable ou pas supportable. À d'autres moments, nous serions dans un autre univers olfactif, alors à ce moment-là, nous serions totalement dépassés, totalement déstabilisés. Voilà. Mais c'est une question, voilà. Et donc le voyage immobile, c'est comme être un peu une sorte de rocher, on va dire, au bord rocher, au bord de l'eau. Voilà, une sorte de plage comme ça, une sorte de grève. Puis le rocher ne bouge pas, mais par contre, il y a des choses qui arrivent devant lui. Alors le spectacle change en fonction de ce que la marée va apporter. Alors il y a toujours des choses différentes, même sans parler de plastique et autres, toujours des coquillages, des morceaux de toutes sortes de choses, des algues, peut-être même le dépôt, je sais pas, d'un corps, d'un être marin qui venait s'échouer là tout près.
ça arrive, alors ça peut être quelquefois juste un oiseau, mais ou un poisson, un petit poisson même, mais ça peut être quelque chose de très consistant. Donc voilà, les hasards, donc ça se renouvelle. Donc, et à chaque fois, donc, le rocher, il est obligé d'assister à à ce perpétuel recommencement. Donc si il a en face de lui la coquille, je sais pas, la coquille d'un être quelconque, d'une certaine façon, il va penser peut-être au destin qui a été celui de cet être. Et voilà, combien de temps il a vécu, a-t-il bien vécu ou pas, qu'est-ce qu'il a finalement, est-ce que sa mort a été un peu, sa mort a été, comment dire, en tout cas, les choses arrivent jusqu'à moi. Je ne sais pas comment, et puisque je ne bouge pas, mais en même temps, ça arrive jusqu'à moi. Alors l'idée de mouvement est une idée qu'il faut là aussi questionner. Le mouvement, être immobile, ça ne veut pas dire être sans mouvement. Il suffit d'avoir des sens, Et on voit, et on est obligé de prendre en compte ce que l'on voit, ce qui arrive jusqu'à vous. C'est vrai, j'ai entendu il y a quelques temps le cri des mouettes. Pour moi, il n'est plus associé à un bord de mer, il est juste associé à un bord d'eau normal, un bord de rivière. Ce sont les mouettes qui se trouvent dans le fleuve d'à côté, rien de, je ne fais plus la liaison avec les premiers temps où la mouette c'était l'océan tout court. C'est vrai, une fois je suis passé à côté d'un restaurant qui était spécialisé dans ce qu'on appelle les fruits de mer, appellation impropre. Et j'ai ramassé une algue et l'odeur de l'algue, le parfum de l'algue m'a fait voyager instantanément vers, voilà, l'algue. Donc l'iode m'a fait réellement voyager. Donc malheureusement, ça s'est produit il y a longtemps. Donc le voyage immobile, vrai, absolu, il n'existe pas. Le voyage immobile, c'est presque, il faudrait un peu couper, un peu arrêter et ne plus interagir même de la façon la plus, j'allais dire, indirecte possible. Donc je ne réagis pas. J'avais pensé à cette chose, alors à cette locomotive ou à cette, je sais plus comment on l'appelle, à cette voiture des chemins de fer, je sais plus comment on l'appelle. Donc il y a la locomotive, puis il y a les wagons. Voilà, un wagon qui est remisé quelque part sur une voie, comme on pourrait appeler une voie de garage, mais cette locomotive ou ce wagon ne connaîtra plus jamais, ne prendra plus jamais la route. Donc, il attend là. Il pourrait attendre longtemps.
au soleil, sous la pluie, voilà. Et il attend. Il se rappelle, évidemment, la belle époque qui a été la sienne. Voilà, à l'époque où il était plein, il était sollicité, à l'époque où il se déplaçait. L'époque où il n'était que mouvement. Aujourd'hui, il est le non-mouvement il est dans le non-mouvement par excellence. Alors c'est quoi l'opposé du mouvement? L'un-mouvement, je sais pas. Donc c'est impossible. On pourrait même dire que on l'a calé de telle façon qu'il ne puisse bouger même pas de quelques millimètres. Même par grand vent. Il n'y a rien qui puisse le faire osciller, même pas osciller, vraiment quelques... Non, c'est immobile, un point c'est tout. Je sais pas, personne ne semble le voir. Je sais pas, on pourrait le démanteler, on pourrait l'envoyer à la casse, mais non, ça reste là. Oh, de toute façon, il y a de la place. Je sais pas, qu'est-ce qui maintient qu'est-ce qui justifie cette présence? Est-ce, je sais pas, une sorte de la preuve d'un lien, un lien avec le passé? Je sais pas, comme le besoin d'avoir des racines, comme le besoin d'appartenir à une filiation, comme s'inscrire dans une trajectoire. Là, 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça qui est marrant dans toute cette histoire, et évidemment, c'est qu'on n'arrive pas... Alors on peut faire des toc-toc, on peut envoyer des signaux, on peut envoyer des appels, comment on dit, appels de phare, des appels de mots, toutes sortes de... on peut faire du bruit, toutes sortes de bruits, on peut se manifester, voilà, je tape sur des mots, voilà, tape sur des casseroles, je fais, mais non, rien. Rien ne semble dépasser les barreaux, si je peux dire, les barreaux insonorisants de ma prison ou de ma condition. C'est ça, on aurait installé une sorte de bulle de silence autour de moi, une bulle d'inexistence. Voilà un peu comme cette idée que j'avais traitée dans le développement appelé état de stase. Quoique l'état de stase, c'est la stase temporelle, c'est une chose qui peut être bien, ça permet d'échapper à la loi du temps, à la loi peut-être même de l'entropie, et finalement de pouvoir revenir à la vie. Donc c'est pas totalement, on est à l'arrêt, mais dans une sorte de mouvement suspendu. Mais voilà, je l'avais considéré sous un angle assez ouvert, tandis que là, l'immobilité, c'est plus comme une sorte de champ funèbre, comme l'annonce de l'imminence de la catastrophe, l'imminence d'un changement radical d'état et de conditions. Tout cela ne présage rien de bien. Alors si on considère que dans le monde, il doit y avoir beaucoup de gens comme moi qui font des voyages immobiles, qui sont finalement figés dans
je sais pas, en fait, ils ont encore peut-être l'impression de ne pas être figés, mais extérieurement, ils sont figés et même figés et transparents. C'est ça le problème. Donc transparent, invisible, donc c'est ça, je fais des signes, mais je ne suis pas visible. Alors comment se rendre inaudible, invisible, inconsistant, inexistant, presque, j'allais dire intemporel, ben, quelque chose comme ça. Et pourtant, moi, je continue de ressentir les effets de la temporalité, les effets bon. Voilà, donc le voyage immobile, donc je sais pas si je vais m'arrêter. Simplement, j'ai pris la parole parce que il faut que je continue, mais aussi, je sais pas. Donc on veut faire quelque chose qui soit esthétiquement ou rhétoriquement bien fait, mais réellement ce n'est pas le souci. On voit que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi de montrer, d'essayer d'appâter les autres. Ça n'a pas suffi. Ça ne marche pas. J'ai rien pris, je reviens toujours les mains vides, voilà. Je sais que je vais revenir demain m'installer à ma place et je vais lancer ma ligne et je vais attendre et je vais repartir toujours sans avoir rien pris. Donc, est-ce ma faute? Suis-je maudit? Suis-je victime du mauvais œil? Voilà. Suis-je victime d'une sorte de... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait un problème de contingence? Est-ce qu'il y aurait un problème de je sais plus quoi? Je sais même pas comment le dire. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de se manifester, même sur un plan, sur un très mineur, très vraiment presque pas perceptible. On essaie de laisser entrevoir quelque chose de soi malgré presque malgré presque l'ineffectivité du monde. Le monde semble être devenu inexistant d'une certaine façon, parce que le monde, il est capable de changer d'état. Un coup, il est consistant, un autre, il est inconsistant, un autre, il est impactant, un autre, il l'est pas. À un moment, il vous redonne une certaine capacité, une certaine capacité de faire presque, d'avoir. Vous pensez pouvoir mettre quelque chose en place, et puis quelques instants après, il vous enlève cette pensée, c'est juste, vous commencez à installer quelque chose, ben ça y est, voilà, vous vient l'information, vous vient que ce n'est pas la peine. Il faut pas entrer en illusion, comme on pourrait dire, faut entrer en religion. Faut pas.
faut apprendre peut-être à évacuer ces illusions au fur et à mesure de leur apparition. Toujours être à la chasse de l'illusion, à la chasse, et finalement à l'affût pour renvoyer tous ces envahisseurs que sont un peu les promesses, la promesse d'une nouvelle aube, voilà, ou même les promesses un grand soir même. Donc quelque part, et ce ne sont là que des esprits malins, esprits tentateurs, ce sont là que des êtres ou des choses maléfiques, porteuses de malheur et porteuses de fausses promesses. La promesse qui porte une fausse promesse. Moi, en tout cas, je suis arrivé à la fin. J'essaie juste d'arriver à 1 heure. Comment expliquer le fait qu'on est... C'est vrai que je l'avais travaillé dans l'idée de la déréalisation, comment on est devenu incapable de... C'est vrai, j'ai mis des choses en mouvement. J'ai mis des plantes en mouvement. Cela contrecarre un peu mon idée sur l'arrêt de toute chose. Je vois ces plantes se développer, pas toujours de façon vraiment très remarquable, mais il y a du mouvement. Donc, il y a la vie, et cette vie, elle dépend beaucoup de moi. Donc, c'est moi qui l'ai mise en mouvement. Donc, je vois. À un moment, 2 arbres sont venus au monde grâce à moi, et d'autres arbres, finalement, ne restent en vie que parce que je veille sur eux, finalement. C'est ça. Ça contrebalance un peu l'idée. Mais sorti de ce cadre-là, il n'y a plus rien. Alors, quel est, finalement, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, a priori, on peut se poser des questions comme ça longtemps. Ce qu'il y a, c'est que souvent, il faut un corps. Et quelquefois, on perd ce corps. On perd ce corps même dans la journée. Alors, la nuit, ce n'est pas du tout évident. Et donc, ce corps-là, on le découvre, on l'a déjà découvert comme non allié, mais là, il devient carrément... c'est que le corps, il n'a plus envie de participer à ce jeu. Voilà, il ne trouve pas son intérêt dans cette opération. Donc je me suis un peu fixé sur 1 heure. Avant, j'étais capable d'aller beaucoup plus loin. Maintenant, c'est 1 heure pour ce type de développement. Évidemment, si j'en avais pris d'autres, beaucoup plus, ça veut dire avec un côté neuf. Voilà, donc c'est cette idée, donc je la prends et je la reprends, donc évidemment, elle s'épuise un peu. Mais autrement, il y a d'autres choses. Alors, mais j'ai un corps qui quand même souffre. Alors, je sais pas pourquoi. Il souffre. C'est vrai, on se demande à quel moment on va rejoindre ceux qui nous ont devancés. Alors, quand ça va apparaître là, concrètement? Quand?
c'est ce qui est malheureux, c'est qu'on va pas lâcher rapidement. C'est qu'on va s'accrocher. On va s'accrocher comme d'autres se sont accrochés. Et on va entamer une sorte de processus un peu désespéré, tentative de reprendre je vais dire, la mainmise sur son corps. Mais je pourrais dire le corps, finir par dire ça, le corps a ses raisons que finalement que la raison ne peut pas expliquer. Le corps a ses raisons que la raison ne peut pas expliquer. On peut lui demander beaucoup de choses, mais à un moment, il cesse d'être à notre service. Donc il peut y avoir comme ça. Voilà, donc j'ai fini et malheureusement pour moi, je suis le seul spectateur de le seul auditeur de de ce chant funèbre que je ne cesse de reprendre pour essayer de l'affiner. C'est comme ça. Je voudrais juste dire, avant d'arrêter, qu'il est vraiment très intéressant. Le travail de l'oral est vraiment très intéressant. J'ai commencé des poèmes en français ou en arabe, et les poèmes, je les ai arrêtés. Jamais, au grand jamais, je n'aurais fait la même chose si ça avait été des textes oraux. Un texte oral, en fait, comment dire, un texte oral, il aura toujours l'avantage sur le texte écrit. Parce que on perd pas de temps à consigner ce que l'on a en tête. Et toujours ce décalage entre le moment où la chose apparaît et le moment où on la met en mots, enfin on la met en signe. Donc c'est ce qui nuit finalement à l'émergence spontanée, à la spontanéité. Et donc la spontanéité est une chose comme on pourrait dire, comme ces gens qui se sont finalement, on m'a raconté cette histoire, qui essaient de développer une sorte de compétence pour récupérer leurs rêves. Donc peu à peu essayer de remonter le fil, voilà, une sorte de travail d'association à l'envers pour essayer de remonter. Mais finalement, si ils se mettaient à écrire, c'est toujours la même chose. Donc finalement, quand on se met à parler, il y a toujours un texte qui aurait dû tenir en quelques vers, il devient, voilà, c'est des dizaines et des dizaines de vers, sans presque pas d'effort. Un mot appelle un autre, et la voix, l'écho du dernier mot, de cette mélodie, va impulser un autre mot, et obligatoirement, et à la fin, il y a une chose concrète d'un certain volume, tandis que l'écrit, le volume, et même quand on a une idée intéressante que l'on veut entreprendre par l'écrit, il suffit qu'on l'ait pas fini parce qu'on a eu un petit, je sais pas, c'est justement ce fameux décalage, un petit moment comme si l'élan s'était arrêté. Il suffit que cette feuille-là ait été recouverte par une autre pour que le poème, voilà, ne soit plus d'actualité. Donc si on le reprend un jour après ou 2 jours après, il y a plus le souffle premier. Ça devient, donc il faut attendre, il faut travailler pour un résultat des plus incertains. Donc voilà l'avantage de l'oral sur l'écrit, et je continue toujours de remercier cette oralité que j'ai en moi, parce qu'elle me permet
d'échapper au piège et aux limites de l'écrit. Cet écrit m'a toujours mis en difficulté, qui m'a empêché d'atteindre, de finir, justement, d'achever quelque chose pour passer à autre chose. Et après, de toutes les façons, dans le domaine de l'oral, c'est une accumulation. On peut mettre en place une chose qui peut ne pas rencontrer l'intérêt des autres, ce n'est pas un problème, parce que finalement, c'est une compétence accumulative. Donc c'est ça. Plus on en fait, plus on va commencer par mieux en faire peut-être. Tout dépend. Et comme en fait, plus on est dans une sorte de dans la prise de parole, plus on maîtrise l'art de la prise de la parole et une sorte d'élocution. L'élocution est une chose qui, comme pour le chant, est une chose qu'il faut évidemment entretenir, mais on ne peut pas arriver directement par acquérir par chanter, bien chanter. Il faut passer par des stades, et donc au bout d'un moment on commence à chanter et on va chanter de mieux en mieux, mais par ailleurs il faut quand même faire ses gammes. Donc quelquefois c'est juste un travail peut être juste un moment d'échauffement et non pas un travail vraiment c'est ça. Et donc, par exemple, ce travail-là, ce premier travail de la journée, donc, il permet sur son corps, je vais l'utiliser normalement comme une sorte d'élément pour d'appui. Si j'avais eu l'idée de faire autre chose après, cet élément me permet de mieux traiter l'élément d'après. C'est ça l'intérêt. Donc on passe, d'abord on s'oblige un peu à une certaine faire face à des contrariétés, à des difficultés, et puis après c'est comme on fait ses gammes au début, la voix n'est pas là, puis peu à peu on commence à pouvoir monter en régime, et on voit que l'on approche de son véritable registre vocal, comme on peut s'approcher de son véritable optimum un peu oral. Voilà, c'était un ajout, voilà, je sais pas. Je me dis à jamais, encore une fois. Voilà, on sait jamais, donc c'est peut-être la dernière fois, on sait jamais. C'est vraiment un moment particulier, Ah, si j'avais pas les voisins à côté, j'aurais lancé un cri de souffrance. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà, un peu comme ça, mais je l'ai fait tout en retenue. Voilà. Donc il y a des choses, on est obligé de les garder, quitte finalement est-ce qu'il y en est trop, voilà, et qu'on soit incapable de pouvoir les contenir. Voilà, la douleur. Comment contenir
sa douleur, sa souffrance, et je peux rajouter son désespoir, et finalement, désespoir qui est devenu une partie intégrante de soi, un désespoir absolu, non pas seulement un désespoir transitoire, un désespoir permanent.